On va maintenant écouter le célèbre journaliste israélien Gideon Levy, que je viens de recevoir sur mon téléphone, donc excusez-moi, mais voilà. Derrière tout ce qui s'est passé, il y a l'arrogance israélienne. Nous pensions, nous Israéliens, que nous avions le droit de faire n'importe quoi, que jamais nous ne payerions le prix ni ne serions punis pour cela. Nous arrêtons, tuons, maltraitons, volons, protégeons les massacres des colons, visitons le tombeau de Joseph, d'Othniel et l'autel des Yeshua, le tout dans les territoires palestiniens, et nous tirons sur des innocents, leur arrachons les yeux et leur brisons le visage, les déportons, confisquons leurs terres, les pillons, les enlevons de leurs lits, procédons au nettoyage ethnique. À Gaza, tout ira bien. Nous construisons une immense barrière autour de la bande de Gaza. Sa structure souterraine a coûté 3 milliards de shekels et nous sommes en sécurité. Nous comptons sur les génies de l'unité 8200 et des agents du Shin Bet, des services de renseignement et d'espionnage, qui savent tout et nous proviendront au bon moment. Et nous pensons que tout ira bien. Il s'avère ensuite qu'un bulldozer primitif et ancien peut franchir même les obstacles les plus complexes et coûteux au monde avec une relative facilité lorsqu'il existe une forte incitation à le faire. Regardez, cet obstacle arrogant peut être franchi par des vélos et des motos, malgré tous les milliards dépensés pour cela, malgré tous les experts et entrepreneurs célèbres qui ont gagné beaucoup d'argent. Nous pensions pouvoir poursuivre le contrôle dictatorial de Gaza en jetant ci et là des miettes de faveur sous la forme de quelques milliers de permis de travail en Israël. C'est une goutte d'eau dans l'océan qui est aussi conditionnée à un bon comportement. Gardez-les en prison. Gardez-les en prison. Nous faisons la paix avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et nos cœurs oublient les Palestiniens pour pouvoir les oublier. Nous continuons de détenir des milliers de prisonniers palestiniens, y compris ceux détenus sans procès, pour la plupart des prisonniers politiques, et nous n'acceptons pas de discuter de leur libération, même après des décennies d'emprisonnement. Nous pensions que nous continuerons avec arrogance à repousser toute tentative de solution politique, simplement parce que cela ne nous convenait pas et que tout continuerait certainement ainsi pour toujours, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Voilà, et ça continue, tout l'article est plein d'une colère contre son propre gouvernement. Alors j'ai une suggestion, Monsieur Macron, Monsieur De Croo, si vous avez encore 2-3% d'honnêteté dans votre raisonnement, invitez ce journaliste au Parlement, invitez-le, posez-lui toutes les questions et permettez un vrai débat libre. Voilà. Vous avez remarqué 2 éléments qui reviennent tout le temps. Le Hamas, c'est des terroristes et Israël se défend. Il protège sa population. Alors, Monsieur De Croo, Monsieur Macron, je pense, et je le dis tout net, dans ces déclarations, vous mentez. Vous mentez par omission, vous cachez les choses fondamentales qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et je dis vous mentez parce que je ne peux pas imaginer que dans vos positions, avec tous les gens qui sont là pour vous faire des rapports et des infos, vous n'avez pas les infos comme moi et encore beaucoup plus que moi. Donc oui, vous mentez. Il faut quand même rappeler à nos chers dirigeants qu'est-ce que c'est les conditions de vie des Gazaouis depuis des dizaines d'années maintenant. C'est un tout petit territoire de 360 km², 41 km de long, large de 6 à 12 km. S'y entassent plus de 2 millions de Palestiniens, soit près de 6 000 habitants au km². C'est 1,5 fois la surface de Marseille. Le blocus que vous, Macron, De Croo et compagnie, vous encouragez, que vous aidez, le blocus d'Israéliens contre Gaza, empêche le commerce avec les Palestiniens de Cisjordanie et les étrangers, restreint l'entrée de matériaux de construction essentiels, coupure de courant pouvant durer jusqu'à 20 heures chaque jour, nombreuses défaillances des réseaux d'approvisionnement en eau, difficultés pour les hôpitaux, les écoles et les petites entreprises de poursuivre leurs activités. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre dans un truc comme ça? Vous n'auriez pas la rage si on vous faisait vivre comme ça depuis des dizaines d'années?
80% de la population est tributaire de l'aide humanitaire. Toute une série d'industries clés ont été décimées. 50% des jeunes sont sans emploi. Le taux de chômage est le plus élevé au monde. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre là-dedans? Vous continueriez à dire que quand les Palestiniens se révoltent, ils sont les terroristes? En plus, Gaza subit une succession de guerres depuis 15 ans. Fin 2008, une offensive aérienne puis terrestre, 1440 Palestiniens tués, 13 Israéliens. En 2012, assassinat ciblé du chef militaire du Hamas, frappe aérienne pendant 8 jours, 174 Palestiniens tués, 6 Israéliens. En juillet 14, l'opération Bordure protectrice, 2251 morts palestiniens, surtout des civils. 74 morts côté israélien. En mai 21, nouvelle guerre, 232 morts au moins en 11 jours. Et en mai 23, 35 Palestiniens éliminés en 5 jours de guerre. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre là-dedans, qu'on tue vos enfants, qu'on tue vos voisins, qu'on tue vos journalistes, et vous continueriez à dire que quand les Palestiniens résistent, ce sont des terroristes? Vous êtes des menteurs. Nous allons voir aujourd'hui les causes de ce qui arrive, parce que ça, c'est le premier non-dit des médias. Nous allons voir aussi les solutions possibles, c'est très important. Mais en tout premier, on va analyser la couverture des médias, justement. Tout ce que je constate pour ceci comme pour d'autres conflits, on doit se demander, est-ce que l'image du conflit est correcte? Est-ce que les gens reçoivent une info complète et qu'est-ce qu'on cache? Voilà pourquoi on va commencer sur les médias. Et bien entendu, ça, c'est le moment de rappeler, chaque fois en fait, ce que dans mon livre Israël, parlons-en, qui est paru en 2010, Israël, parlons-en, ce que j'avais tiré comme conclusion de cette analyse du conflit, les 5 principes de la propagande de guerre, une fois de plus, ils s'appliquent à fond ici. C'est-à-dire que les politiques et les médias dominants cachent les intérêts économiques, cachent l'histoire, ce qu'ils ont fait avant qui explique la situation d'aujourd'hui, diabolisent ceux qui leur résistent, inversent l'agresseur et l'agressé, et monopolisent, c'est-à-dire empêchent le public d'écouter les différents discours, les différentes analyses et de pouvoir les confronter. Voilà. On va voir les médias tout de suite. Je tiens à remercier Daniel, José, Alexandre, Candice, Olivier, la rédaction d'Investigation, la rédaction de Télé-Palestine qui vient de naître. On va en parler. Et tout notre réseau international qui m'aide à rassembler les informations qui sont cachées, à comprendre le conflit et à vous apporter une info qui va vous permettre non seulement de prendre position, mais aussi d'être armé pour en parler autour de vous et pour peser pour la paix, c'est-à-dire la justice et une juste solution de cette occupation coloniale. Alors, on en vient aux médias. Et le New York Times, il faut quand même toujours aller se pencher sur le centre mondial du journalisme occidental. Le New York Times vous présente une belle image, évidemment. Quand on montre l'attaque des Israéliens sur les civils de Gaza, ça va toujours être une jolie image, feu d'artifice, pas trop grave, et on va pas du tout montrer, on va pas montrer ceci par exemple. Ça, vous allez jamais le voir dans vos médias. Voilà, ça, j'ai reçu cette vidéo. Je passe juste une image fixe parce que la vidéo, c'est insoutenable. Ce papa qui tient sa petite fille, son bébé nourrisson dans ses bras, et qui n'arrête pas de dire, voilà, nous sommes les martyrs de la résistance contre Israël. Il tourne dans tous les sens dans l'hôpital. Ça, vous n'allez pas le voir. Et à la place, qu'est-ce que le New York Times nous montre? Voilà, Netanyahou avertit d'une longue guerre,
les responsables de la défense israélienne. Vous voyez quelles sont les sources, à qui on donne la parole. Netanyahou, la défense israélienne, Netanyahou de nouveau, et encore Israël. Il n'y a jamais la parole aux Palestiniens. Ça, ce sont les grands absents de l'information. Comment faire une info si on n'a pas entendu les deux parties? Puis en bas, une petite note qui intéresse évidemment les patrons qui lisent le New York Times. La bataille, le grand problème, c'est que ça pourrait avoir un effet sur les ambitions d'Israël de devenir un exportateur important de gaz naturel. Voilà, ça les préoccupe. Le Washington Post emploie le langage habituel, c'est le Hamas qui a attaqué Israël et Israël répond. Ça, c'est le truc habituel. Dans une vidéo qui a pas mal tourné, je l'avais déjà indiqué en 2008-2009, c'est toujours les Palestiniens qui attaquent et Israël ne fait que se défendre. On a ici... On the last 48 hours though, do you support what Hamas... Si je la mets avec le son, vous m'entendez pas. Je vais montrer une interview de la BBC qui est intéressante, ça vaut la peine de la regarder parce que il interviewe pas le Hamas évidemment, mais un représentant de l'autorité palestinienne. Et au début, ce journaliste n'arrête pas de lui faire dire: vous condamnez le Hamas, vous condamnez le Hamas, vous condamnez le Hamas. Et le porte-parole de l'autorité palestinienne, on peut faire beaucoup de critiques sur celle-ci, il y a des raisons, mais il dit bien est-ce que quand vous invitez des centaines de responsables israéliens, vous leur posez la question: condamnez-vous ce que fait Israël, condamnez-vous ce que fait Israël? Et donc il répond que toute la résistance palestinienne est dans cette résistance contre Israël. Je vous passe un petit extrait, juste le début, il faudra aller la chercher pour le reste sur Internet. On the last 48 hours though, do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right it's question. It's an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. Hamas was just targeting Palestinians, but you won't condemn that. Voilà, il n'a que ça à la bouche, ce soi-disant journaliste qui est là pour écouter tout le monde. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Je suppose qu'il a été surpris. Alors, sur le site de la BBC, vous voyez aussi un point important qu'il faut être capable de montrer autour de soi pour convaincre, c'est le vocabulaire qui déforme la réalité, qui piège. Regardez la BBC. Plus de 500 personnes sont mortes à Gaza après que Israël a lancé des frappes massives en représailles retaliatory. Donc 500 personnes sont mortes, mais en français, plus de 700 personnes ont été tuées en Israël. Donc vous voyez, les Israéliens sont tués par le Hamas, tandis que les Arabes y meurent. Voilà. On va maintenant vous présenter un petit mot encore, avant de vous présenter quelque chose préparé par Alexandre, que je remercie beaucoup. Mais comment le soir de Belgique a présenté l'affaire. Vous aimez cette vidéo? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Investi Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. On a à la une le lundi, donc le premier jour ouvrable après, voilà. Après l'attaque du Hamas, la crainte de l'escalade, donc c'est le Hamas qui est présenté comme l'agresseur, et un article, un édito en bas, je vous le mets là, des abominations que rien ne peut justifier. Alors à la fin de l'article, on dit bien évidemment qu'Israël a fait déjà beaucoup de choses précédemment, mais le titre c'est ça, l'attaque est contre le Hamas. Et le jour suivant, ce matin, on en est ici à l'inéluctable riposte. Donc Israël met
un état de siège sur Gaza, c'est-à-dire compris la population civile, j'insiste, d'eau, d'air, d'électricité, d'énergie, etc. C'est un crime de guerre au vu du droit international, ça on ne le signale pas, et donc c'est toujours présenté comme une riposte. Et en bas, nous avons un éditorial de Béatrice Delvaux, l'éditorialiste en chef, qui dit « Ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas », qui regrette le nombre de morts, qui cite un livre remarquable de Colum McCann à Péregon, dont je vous ai déjà parlé et qu'il faut effectivement relire, mais elle n'en cite qu'une partie, dans le sens que, voilà, il faut qu'on discute, mais dans son livre, Colum McCann donne la parole effectivement à un papa israélien qui a perdu sa fille et un papa arabe qui a perdu sa fille, mais tous les deux disent clairement Israël est responsable de tout ça, Israël est fondamentalement responsable, et ça Béatrice Delvaux ne le dit pas, et donc votre titre est bien, madame, ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas. J'espère que vous allez l'appliquer et que vous allez dans votre journal cesser de censurer les gens comme moi qui défendent un autre point de vue que le vôtre et qu'il y aura enfin de véritables discussions. Maintenant, on va passer à une petite compilation très rapide de ce que les médias nous disent sur ce conflit. Regardez. Emmanuel Macron dénonçant des attaques, je cite, terroristes et reconnaissant le droit des Israéliens à se défendre. Il faut d'abord rappeler les choses et montrer qu'il n'y a pas de confusion, justement. Israël est agressé. Et le Hamas est l'agresseur. Mais Israël a le droit de se défendre, et même Israël a le devoir de défendre sa population civile. Israël est un avant-poste de notre civilisation au Moyen-Orient. Pour le monde islamique, c'est même la pointe avancée de son combat contre nous. C'est normal que l'État d'Israël défende sa population et défend son territoire. Voilà. Vous avez remarqué deux éléments qui reviennent tout le temps. Merci Alexandre pour cette petite vidéo, c'est très éloquent. Le Hamas, c'est des terroristes et Israël se défend. Il défend, il protège sa population. Alors, monsieur De Croo, monsieur Macron, je pense et je le dis tout net, dans ces déclarations, vous mentez. Vous mentez par omission. Vous cachez les choses fondamentales qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et je dis vous mentez parce que je ne peux pas imaginer que dans vos positions, avec tous les gens qui sont là pour vous faire des rapports et des infos, vous n'avez pas les infos comme moi et encore beaucoup plus que moi. Donc oui, vous mentez. Il faut quand même rappeler à nos chers dirigeants qu'est-ce que c'est les conditions de vie des Gazaouis depuis des dizaines d'années maintenant. C'est un tout petit territoire de 360 km², 41 km de long, large de 6 à 12 km. S'y entassent plus de 2 millions de Palestiniens, soit près de 6 000 habitants au km². C'est 1,5 fois la surface de Marseille. Le blocus que vous, Macron, De Croo et compagnie, vous encouragez, que vous aidez, le blocus d'Israéliens contre Gaza, empêche le commerce avec les Palestiniens de Cisjordanie et les étrangers, restreint l'entrée de matériaux de construction essentiels, coupure de courant pouvant durer jusqu'à 20 heures chaque jour, nombreuses défaillances des réseaux d'approvisionnement en eau, difficultés pour les hôpitaux, les écoles et les petites entreprises de poursuivre leurs activités. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre dans un truc comme ça? Vous n'auriez pas la rage si on vous faisait vivre comme ça depuis des dizaines d'années? 80% de la population est tributaire de l'aide humanitaire. Toute une série d'industries clés ont été décimées. 50% des jeunes sont sans emploi. Le taux de chômage est le plus élevé au monde. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre là-dedans? Vous continueriez à dire que quand les Palestiniens se révoltent, ils sont les terroristes? En plus, Gaza subit une succession de guerres depuis 15 ans. Fin 2008, une offensive aérienne puis terrestre, 1440 Palestiniens tués, 13 Israéliens. En 2012, assassinat ciblé du chef militaire du Hamas, frappe aérienne pendant 8 jours, 174 Palestiniens tués, 6 Israéliens. En juillet 14, l'opération Bordure protectrice, 2251 morts palestiniens, surtout des civils. 74 morts côté israélien. En mai 21, nouvelle guerre, 232 morts au moins en 11 jours.
Et en mai 23, 35 Palestiniens éliminés en 5 jours de guerre. Macron et De Croo, vous aimeriez vivre là-dedans, qu'on tue vos enfants, qu'on tue vos voisins, qu'on tue vos journalistes, et vous continueriez à dire que quand les Palestiniens résistent, ce sont des terroristes. Vous êtes des menteurs. On va maintenant donner la parole à un juif d'Israël que vraiment vous feriez bien d'écouter parce que lui, il dit la vérité sur ça. Et déjà, avant de donner la parole à Gideon Lévy, je présente les statistiques venant des Nations Unies, n'est-ce pas, non contestées, sur les morts de ce qu'eux appellent le conflit israélo-palestinien. On doit plutôt appeler ça la guerre d'agression, mais bon, les morts d'un côté et de l'autre. Vous voyez à droite un nombre petit de morts, à part 2008 pour les Israéliens et 2014, mais sinon c'est très petit, et vous voyez un nombre énorme de morts côté palestinien. Alors vous comprenez maintenant ce que je vais lire. Je vais d'abord montrer une première chose encore, c'est la carte de ce que c'est la Palestine. Je ne sais pas, Macron et De Croo, si vous savez lire une carte, si vous savez calculer, mais sinon on va vous aider. Voilà comment les Palestiniens se sont fait voler leurs terres. Avant 1947, avant un vote qui n'a jamais demandé l'avis des Palestiniens et qui était totalement injuste, les Palestiniens occupaient cette terre. Il y avait parmi eux des Juifs et ça se passait sans problème pour eux. Il y avait des Juifs qui étaétaient là depuis très longtemps, il n'y avait pas de problème. En 1947, l'Occident donne 52% du territoire à Israël et 48% aux Palestiniens. En 1967, avec les guerres d'agression de colonisation d'Israël, il ne reste plus que 22% aux Palestiniens. Et en 2010, 12%. Cette série de cartes sont tirées du livre Israël, parlons-en, dont je vous ai parlé il y a un instant. C'est à la page, pour ceux qui peuvent le trouver, voilà, c'est page 92-93. C'est très très important pour en discuter autour de vous. Et donc, on va maintenant écouter le célèbre journaliste israélien Gideon Lévy, que je viens de recevoir sur mon téléphone, donc excusez-moi, mais voilà. Derrière tout ce qui s'est passé, il y a l'arrogance israélienne. Nous pensions, nous Israéliens, que nous avions le droit de faire n'importe quoi, que jamais nous ne payerions le prix ni ne serions punis pour cela. Nous arrêtons, tuons, maltraitons, volons, protégeons les massacres des colons, visitons le tombeau de Joseph, d'Othniel et l'autel de Yeshua, le tout dans les territoires palestiniens, et nous tirons sur des innocents, leur arrachons les yeux et leur brisons le visage, les déportons, confisquons leurs terres, les pillons, les enlevons de leurs lits, procédons au nettoyage ethnique. À Gaza, tout ira bien. Nous construisons une immense barrière autour de la bande de Gaza. Sa structure souterraine a coûté 3 milliards de shekels et nous sommes en sécurité. Nous comptons sur les génies de l'unité 8200 et des agents du Shin Bet, des services de renseignement et d'espionnage, qui savent tout et nous proviendront au bon moment. Et nous pensons que tout ira bien. Il s'avère ensuite qu'un bulldozer primitif et ancien peut franchir même les obstacles les plus complexes et coûteux au monde avec une relative facilité lorsqu'il existe une forte incitation à le faire. Regardez, cet obstacle arrogant peut être franchi par des vélos et des motos, malgré tous les milliards dépensés pour cela, malgré tous les experts et entrepreneurs célèbres qui ont gagné beaucoup d'argent. Nous pensions pouvoir poursuivre le contrôle dictatorial de Gaza en jetant ci et là des miettes de faveur sous la forme de quelques milliers de permis de travail en Israël. C'est une goutte d'eau dans l'océan qui est aussi conditionnée à un bon comportement. Gardez-le en prison. Gardez-les en prison. Nous faisons la paix avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et nos cœurs oublient les Palestiniens pour pouvoir les oublier.
Nous continuons de détenir des milliers de prisonniers palestiniens, y compris ceux détenus sans procès, pour la plupart des prisonniers politiques, et nous n'acceptons pas de discuter de leur libération, même après des décennies d'emprisonnement. Nous pensions que nous continuerons avec arrogance à repousser toute tentative de solution politique, simplement parce que cela ne nous convenait pas et que tout continuerait certainement ainsi pour toujours, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Voilà, et ça continue, tout l'article est plein d'une colère contre son propre gouvernement. Alors j'ai une suggestion, Monsieur Macron, Monsieur De Croo, si vous avez encore 2-3% d'honnêteté dans votre raisonnement, invitez ce journaliste au Parlement, invitez-le, posez-lui toutes les questions et permettez un vrai débat libre. Voilà, ayez le courage de débattre avec les gens qui apportent les véritables infos et les véritables points de vue. Je répète que les déclarations que Israël se défend, que le Hamas sont des terroristes, ce sont des mensonges purs et simples. D'abord, il faut expliquer une chose, c'est que on diabolise la résistance des Palestiniens en disant que le Hamas, c'est des religieux, c'est des terroristes, c'est des fanatiques, c'est vous qui les avez mis cette étiquette, mais voilà. En réalité, il y a 5 autres mouvements de la résistance palestinienne, qui sont minoritaires dans ce cas-ci peut-être, mais qui participent au combat et qui ont déjà eu des martyrs. Donc, tout le peuple palestinien est d'accord avec ça, qu'il soit à Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs. Ça, vous le cachez. Ensuite, on voit que, en fait, vous avez traité les Palestiniens de terroristes parce que voilà qu'ils ont réussi à briser leur chaîne et à infliger une bonne leçon à l'occupant. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 75 ans où ils étaient en prison dans un camp de concentration et que leurs droits étaient violés? De temps en temps, vous avez fait les paroles, il ne faudrait pas exagérer, c'est un peu trop. Jamais vous n'avez pris une sanction contre Israël, jamais vous n'avez pris des mesures, alors qu'on sait très bien que si l'Europe avait arrêté son soutien, et les États-Unis aussi, Israël dans les 5 minutes devait négocier. Donc vous êtes en fait complice de tous ces Palestiniens et de ce qui souffrent depuis des dizaines d'années. Vous n'avez vraiment pas le droit d'interdire le débat et vous n'avez vraiment pas le droit de traiter ceux qui résistent de menteurs. Je rappelle que dans le droit international et dans la charte de l'ONU, on dit qu'un peuple qui vit sous une occupation, sous une agression, a le droit de se défendre par tous les moyens. Ça veut dire la lutte armée aussi. Okay ? D'ailleurs, on a publié récemment, pour le lancement de Télé Palestine, une carte de Mohamed Hassan, qui dit clairement ce qui est violent, c'est la colonisation, le vol de la terre, la brutalité de l'armée israélienne. En Palestine, les colonisés et les opprimés n'ont pas le choix. Il s'agit de leur survie. D'ailleurs, ils ont essayé tous les moyens pacifiques et Israël n'a rien cédé. Tout à fait exact. Je le répète à Macron et à De Croo. Vous vivez, je pense, pas dans un petit HLM misérable. De Croo, la famille De Croo, c'est une des plus belles fortunes de la région grantoise, c'est de la quasi-aristocratie. Macron n'est pas connu pour son goût de la vie sobre. Et donc, imaginez un peu que vous êtes dans votre beau château, dans votre belle villa, et que tout d'un coup, il y a des gens qui viennent et qui disent « On était là ici il y a 2000 ans, Dieu a décidé que c'est à nous, toi tu vas vivre dans l'abri de jardin, et si tu en sors, je te traite des terroristes. » Imaginez qu'on vous ferait ça. Donc, c'est ça la réalité de ce qui se passe dans cette occupation, dans cette agression. Il est vraiment temps que ça cesse, il est temps qu'il y ait un débat démocratique sur pourquoi les États français, belges et européens doivent soutenir des agresseurs et des colonialistes. Même en Afrique du Sud, on dit qu'Israël c'est l'apartheid, plus grave qu'en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud ne bombardait pas systématiquement les populations comme le font les dirigeants sionistes. Même en Israël, on dit que c'est de l'apartheid. Même un ancien chef du Mossad récemment a dit « mais oui, c'est l'apartheid, oui, tout à fait ». Donc comment ça se fait que Macron et De Croo, vous osez contredire la vérité qui vient même de la bouche de toute une série de juifs israéliens honnêtes et courageux. Acceptez donc le débat au lieu de vous retrancher derrière la censure. Donc, on a un problème extrêmement grave de censure et de désinformation. Est-ce que dans les médias,
on va nous montrer ceci, les mamans en pleurs après que leurs enfants sont tués par Israël? Est-ce qu'on va nous montrer ceci? C'est que les actions des marchands d'armes, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, etc., ont évidemment fait un grand bond à la bourse quand la guerre vient de se déclencher. C'est toujours bon pour eux. Et donc, est-ce qu'on va aussi nous informer correctement sur ce que le Hamas a fait vraiment? Parce que et l'ensemble des résistants qui sont intervenus sur le territoire israélien. Est-ce qu'on va vraiment nous informer? On nous dit ils sont attaqués, tirés sur des civils. Il y a effectivement des civils qui ont été tués par des roquettes, on le voit bien, mais ce qui s'est passé, c'est en réalité une bataille militaire dont il est très très important de comprendre les caractéristiques. Alors j'ai une vidéo d'un analyste russe qui parle en anglais, dont je vais vous passer 2-3 minutes et que je vous recommande d'aller chercher sur Internet parce que elle est extrêmement intéressante et instructive. Ça dure 15 minutes, je suis montré 1 minute de passage, mais vous allez voir que l'analyse montre vraiment très bien le caractère inédit, surprenant et remarquable de l'offensive militaire, j'insiste, c'est-à-dire que ça frappe essentiellement des soldats, des colons qui occupent illégalement des villes dont ils ont chassé les Palestiniens, il faut quand même pas l'oublier. Toute cette zone où se sont fait les attaques, ce sont des zones qui étaient occupées avant par les Palestiniens et les colons israéliens les ont chassés et commettent beaucoup de violences et de pogroms là. Alors je vous passe un instant cet extrait de la vidéo russe. À tout de suite. That wasn't the first attack. After these artillery preparations, for example, on this video we see, for example, Israeli like checkpoint with machine gun on the roof. It was a very powerful stronghold that Israelis were using to control the situation in the Gaza sector. But as a result of FPV drone strike, that equipment and this like tower was like destroyed and stopped functioning. And after that, the Palestinian forces launched offensive operation. Basically, they crossed the border and captured this base in the city by the name of Nahal Oz. We got a lot of videos, and the most important that the Israeli forces probably was sleeping. The Israeli forces were sleeping during those attacks, and for example, a lot of people were killed, a lot of Israeli soldiers. Sometimes we saw the videos when the Israeli soldiers were in t-shirts from the malls. They wasn't wearing even uniform. So that attack wasn't expected, and as you can see, as a result of this attack, the Palestinian forces managed to capture a significant number of armored vehicles that Voilà, cette carte ici israélienne montre bien les zones qui ont été attaquées par les Palestiniens. Ce sont donc des incursions jusqu'à 26 km de distance. C'est assez remarquable comparé aux moyens énormes qui étaient en phase 2. Et je l'insiste, ce sont toutes des zones qui ont été volées dans la dernière période par Israël aux Palestiniens, des zones dont on les a chassés. Alors, la grande question maintenant, c'est pourquoi les États-Unis et l'Europe ne font rien face aux crimes d'Israël. Je rappelle qu'Israël est condamné depuis des années par l'ONU à l'unanimité et que les États-Unis et l'Europe s'opposent à ça, bloquent les résolutions et ne prennent aucune sanction. Pourquoi ? La réponse est très simple, elle tient en 2 mots, pétrole et gaz. Pétrole et gaz. Si les États-Unis ont pris la relève de la Grande-Bretagne pour se porter au secours de l'implantation d'Israël par la violence dans le Moyen-Orient, c'est tout simplement, comme l'avait expliqué Noam Chomsky, dans l'interview que j'ai faite avec lui dans le livre Israël parlons-en, je lui demandais, enfin il me répond à ma question, Israël est un des flics du Moyen-Orient aux côtés des armées américaines directement installées dans la région, c'est un flic de quartier. C'est le flic du pétrole et du gaz tout simplement. S'il y avait que des champs de navets ou des champs de carottes en Palestine, les États-Unis et
l'Europe ne se serait pas investie dans le soutien à Israël. En fait, je crois qu'on doit comprendre la portée historique de ce qui vient de se passer. Ça fait très longtemps qu'on nous dit Israël est invincible, il a des moyens technologiques énormes, il est aidé par les États-Unis, 3 milliards d'aides par an pour l'aide militaire, il est très fort en technologie, en armement, c'est vrai, et donc c'est impossible. Et on voit maintenant que quelques centaines de combattants de toutes les tendances de la résistance israélienne, j'insiste, l'ont vaincu, cette armée. On ne peut pas savoir comment ça va tourner. La vengeance d'Israël va certainement être terrible. Bien sûr, les Palestiniens vont souffrir, mais comme quelqu'un me disait, de toute façon, ils souffraient déjà. Il vaut mieux mourir debout en résistant que à terre d'une balle dans la tête. Et donc, en fait, il faut voir que cette opération est tout à fait historique. C'est-à-dire que Israël, il y a eu un précédent. Hein. En 2006, Israël avait préparé toute l'occupation d'une partie du sud du Liban et le Hezbollah a réussi à le faire reculer et Israël a dû partir la queue entre les jambes. Donc ça, c'est un précédent extrêmement significatif. Et on voit maintenant que Israël, en fait, n'a pas été capable de protéger les zones qu'il a conquises, n'a pas été capable de protéger ses populations juives, ni les monarchies arabes qui étaient en train de flirter et de se réconcilier avec Israël, qui n'est plus capable de combattre sur plusieurs fronts ensemble, en même temps, je veux dire. Et on a appris qu'un porte-avions des États-Unis avec plusieurs navires de guerre était venu maintenant au large d'Israël. Ça veut dire qu'Israël est en fait pas capable de se défendre tout seul. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis, eux, sont capables de mener 2 guerres de front en Ukraine, parce que c'est leur guerre, en Israël et en Afrique, où la débandade de Macron et de la France-Afrique pose la question, y aura-t-il une intervention militaire? Est-ce que les États-Unis en sont capables? Ben, n'attendons pas de voir s'ils en sont capables. Ça, c'est notre rôle à nous maintenant, nous, population de la France, de la Belgique et de l'Europe. Faisons pression sur les États-Unis, faisons pression sur l'Union européenne pour empêcher de voler au secours d'Israël et pour imposer la négociation.